Député du Val-de-Marne. Bonsoir à vous, merci d'être passé nous voir ce soir. Je rappelle que vous êtes président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, également député du Val-de-Marne. Justement sur cette question d'un possible accord de circonstance, en tout cas sur les votes avec, avec le RN. De collusion. Absolument. Juste sur les votes au sujet de cette fameuse abrogation de la réforme des retraites. Ça ne vous pose aucun problème éthique d'être associé à ces voix-là? Mais vous savez, il y a des députés du Rassemblement national et personne ne peut s'allonger sur les boutons d'aucun député, quel que soit l'endroit où on est dans l'Assemblée nationale. Mais je veux quand même vous faire remarquer quelque chose. Il se trouve que dans la précédente mandature, alors qu'il y avait beaucoup plus de macronistes que ce qu'il y a aujourd'hui, il y avait déjà une majorité pour voter contre la retraite à 64 ans. D'où le 49.3. D'où le 49.3, l'imposition contre l'ensemble des syndicats et le passage en force contre l'immense majorité du peuple qui ne voulait pas se faire voler 2 ans de retraite. Nous avons un contrat de législature sur lequel ont été élus les 193 députés du nouveau Front populaire. Nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions et c'est ça, tenir parole et tenir ses convictions. Ensuite, le Rassemblement national fera bien ce qu'il veut et je suis même surprise qu'ils aient annoncé qu'ils voteraient cette loi puisqu'ils ont fait alliance avec les LR de Ciotti qui, eux, défendent la retraite à 65, voire 66 ans. Donc ce seront eux qui se débrouilleront avec leurs propres contradictions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, contrairement aux macronistes, nous n'avons jamais mis dans aucune urne, que ce soit dans le pays ou à l'Assemblée nationale, un bulletin de vote pour l'extrême droite. Ce qu'ont fait les macronistes, non seulement lors de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale en 2022, en votant pour 2 députés RN comme vice-présidents de l'Assemblée, mais en faisant, je crois, encore pire, en votant une loi immigration main dans la main avec le Rassemblement national, qui, pour le coup, inscrivait directement dans la loi des mesures du Front national de Jean-Marie Le Pen, notamment la question de la préférence nationale. Donc je vais vous dire, nous tenons notre parole. Nous avons un programme, un contrat de législature, et je crois que sur beaucoup des mesures, nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir avec l'extrême droite que nous combattons à chaque moment. Voilà qui est dit pour le rôle à l'Assemblée et justement cette fameuse réforme des retraites, abrogée ou non. L'avenir le dira. En tout cas, il y a aussi ce qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la proposition de ce nom, Lucie Castet, à gauche pour le Nouveau Front populaire. Est-ce qu'elle est, selon vous, LFI compatible? Parce qu'elle n'est pas, j'allais dire, extrême sur l'échiquier de la gauche. Elle est plutôt socialiste à la base. En tout cas, elle l'a été à un moment. Est-ce que, selon vous, c'est un bon choix quand même? J'imagine que oui. Vous allez me dire qu'elle a été obtenue par consensus. Oui, le nom de Lucie Castet comme candidate pour Matignon et donc pour la primature a été obtenu à un consensus. Donc nous avons travaillé plusieurs jours avec les différentes composantes du nouveau Front populaire et Lucie Castet a plusieurs avantages pour être première ministre du nouveau Front populaire. D'abord, c'est celle qui a cofondé le collectif Nos services publics. Or, on voit bien dans le pays que les services publics sont dévastés et donc il y a impérativement besoin, notamment pour le programme du nouveau Front populaire, de rendre l'école réellement gratuite pour tous les enfants de ce pays, ou encore, c'est une de celles qui est le mieux disposée pour faire la conférence pour remettre à pied l'hôpital public dans ce pays. Ensuite, Lucie Castet est une haute fonctionnaire qui connaît très bien les questions de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, contre le blanchiment d'argent, et donc est quelqu'un qui a un haut niveau de technicité, notamment pour aller chercher l'argent dans les bonnes poches, dans la 7e puissance économique au monde. Et ça ne vous a pas échappé que nous allons commencer probablement par un budget, après nos mesures d'urgence, et que donc c'est intéressant d'avoir un profil comme elle. Enfin, Lucie Castet, pour continuer sur 2 derniers points qui me tiennent à cœur, a été extrêmement active contre la retraite à 64 ans, et elle a d'ailleurs annoncé qu'une des premières mesures qui correspond à nos mesures d'urgence serait l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. C'est aussi une des animatrices du collectif de l'Observatoire national contre l'extrême droite, et là aussi c'est très précieux dans le moment que nous vivons. Donc oui, c'est une candidature au consensus, évidemment, nous la soutenons, et je trouve que l'interview d'Emmanuel Macron est d'une violence inouïe dans le déni démocratique de ce qu'il est en train de poser. Il a reconnu sa défaite. Alors, il a reconnu sa défaite, mais il refuse de reconnaître que le nouveau Front populaire est la première force politique à l'Assemblée nationale. Et pire que cela, vous avez un président de la République, alors que nous avons, c'est la tradition républicaine, la coalition arrivée en tête propose un nom au président de la République. Alors que nous proposons un nom, lorsque vos collègues journalistes lui ont posé la question, il a juste répondu « ce n'est pas le sujet ». Mais dans quelle démocratie le président de la République dit « ce n'est pas le sujet » lorsqu'on propose un nom de première ministre? Mais ce qu'il dit, c'est qu'en effet, le NFP est la première force, mais ce n'est pas une majorité. Et ça, forcément, ça bloque. Il joue aussi son jeu politique. Est-ce que Emmanuel Macron, en 2022, avait une majorité? La réponse est non.
Et pourtant, il a gouverné. Oui, mais il a dit dans l'interview, regardez, le nouveau Front populaire n'a pas réussi à faire élire son candidat à la présidence de l'Assemblée. Donc on pourrait vous dire, en 2022, Emmanuel Macron, il a réussi à faire élire déjà une première fois Yaël Braun-Pivet. Donc peut-être qu'il avait plus de majorité en 2022 que vous en 2024, puisque M. Chassaigne n'est pas... Je vous interromps, Guillaume, parce qu'on va écouter Emmanuel Macron qui justement s'exprime à l'instant. Le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Voilà, Emmanuel Macron, il y a quelques instants. Donc, il y a un terme qu'il a utilisé, il a dit « j'enjoins les forces politiques ». Donc, d'une certaine manière, puisque vous êtes les premiers, le soir du 7 juillet, il vous enjoint d'élargir votre majorité pour vous rapprocher de la majorité absolue, me semble-t-il. Est-ce que vous entendez cet appel ou est-ce que c'est un calcul? Non, mais attendez, il y a plein de sujets dans ce que vous dites, donc j'aimerais juste que les gens qui nous écoutent comprennent. D'accord. Je vais commencer par la question qui était posée tout à l'heure, qui fait un lien avec la vôtre, qui est, c'est toujours Yaël Braun-Pivet qui est au perchoir. Alors que, ça a été très bien dit, vous l'avez dit, ils l'ont reconnu, la Macronie a été défaite dans cette élection. Ok, effectivement, c'est Yaël Braun-Pivet qui a été élue au perchoir avec 13 voix d'écart avec la candidature commune du nouveau Front populaire qui était André Chassaigne. 13 voix d'écart, or, et nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel, je sais qu'il y a des précédents sur cette question, de ministres démissionnaires qui ont voté, les 17 ministres démissionnaires, mais je vous alerte quand même sur le fait que c'est la première fois de toute l'histoire que le fait que des ministres démissionnaires votent comme députés change le résultat du vote. Parce que sinon, Yaël Braun-Pivet n'aurait pas été élue et ce serait André Chassaigne. Deuxième aspect de cette question-là, au-delà du recours sur lequel le Conseil constitutionnel... Ça se discute parce que les suppléants ne peuvent pas voter pendant un mois, donc ça ne pouvait pas être les suppléants. Mais s'il n'y avait pas eu la loi organique, des ministres auraient pu préférer démissionner et aller voter à l'Assemblée. Non, mais juste parenthèse. Oui, non, mais d'accord. Juste parenthèse. Il y a un débat en constitutionnaliste, donc ça, on attendra ce que donnera le recours au Conseil constitutionnel. Mais je veux quand même pointer ce fait. Oui. Deuxième fait que le président a l'air de complètement effacer, nous sommes aujourd'hui, nous, Nouveau Front populaire, majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Puisque sur 22 membres du bureau, il y a 12 membres du Nouveau Front populaire, ce qui montre bien que oui, nous avons la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée qui permet de dire que nous aspirons toujours à gouverner ce pays et que donc Emmanuel Macron doit maintenant nommer Lucie Castet à Matignon. Dernière chose sur ce que vous disiez à l'instant qui est intéressant. Quelle est la majorité alternative d'Emmanuel Macron ? Puisque le pacte législatif de M. Wauquiez, donc de la droite, a été exprimé avec directement cette affirmation venant de la droite. Nous ne voulons pas faire de coalition avec les macronistes. Alors, ils n'ont pas de programme. Nous avons un programme. Ils n'ont pas de candidat. Quel est leur candidat? Est-ce M. Attal, qui vient de démissionner? Est-ce Mme Borne, qui a fait 23-49-3? Est-ce M. Édouard Philippe, qui dîne avec Mme Marine Le Pen? C'est ça la question. Donc oui, nous avons une majorité certes relative, mais qui nous permet de gouverner. Et dans la tradition républicaine, il doit nommer Mme Castet, que nous proposons comme Première ministre, à Matignon. Et ensuite, ça sera à chacun des députés et des groupes parlementaires de prendre leurs responsabilités. Justement, sur cette histoire pour préciser, juste d'abord qu'on écoute Emmanuel Macron, Frédéric, si vous voulez bien, parce que justement, cette question de la majorité, il y a une question qui est importante, c'est la lecture. Emmanuel Macron n'a pas du tout la même que vous. Écoutez ce que ça donne. Il y a une clarification. C'est pire qu'avant. C'est la responsabilité des forces politiques. Comme dans toute grande démocratie et des groupes parlementaires. Les Françaises et les Français ont dit quoi? Il y a une colère, il y a des choses qui ne nous vont pas. Je reviendrai, on va parler du fond et de ce qu'il faut faire pour le pays. Et ils ont dit, on veut que vous travaillez ensemble à toutes ces forces qui se sont mis d'accord au deuxième tour. Ensuite, la clarification de la fin de semaine dernière, elle est assez simple. Le nouveau Front populaire avait